Alors, l'empathie dans le trouble de la personnalité borderline, ou TPL, c'est vraiment un des sujets les plus complexes et franchement les plus mal compris de la psychologie. On entend souvent tout et son contraire, donc l'idée ici c'est de mettre de côté les idées reçues, on va plonger ensemble dans ce que la science nous dit vraiment sur ce paradoxe, qui est, on va le voir, assez fascinant. Voilà la question, celle qui est au cœur de tous les préjugés. Est-ce que les personnes avec un TPL manquent d'empathie? C'est direct, c'est simple, mais la réponse, elle, ne l'est pas du tout. Comme on va le voir, la réalité est bien plus surprenante et nuancée qu'un simple oui ou non. Le mythe, le cliché le plus courant, c'est celui-là. Un simple manque, un vide d'empathie. Et cette idée, non seulement elle est complètement fausse, mais elle fait beaucoup de dégâts. Parce que les données scientifiques, elles, sont formelles. Le problème, ce n'est pas une absence d'empathie, c'est un déséquilibre. Un déséquilibre profond entre ces différentes parties. Bon, première partie, un système fracturé. Il ne s'agit pas d'absence, mais de discordance. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le TPL, il faut voir ça moins comme un trouble de l'empathie que comme un trouble de la régulation intersubjective. Ok, je sais, le terme a l'air compliqué, mais l'idée derrière est cruciale. Ça veut simplement dire que les différentes parties de l'empathie ne jouent pas la même partition. Elles ne sont pas synchronisées. C'est ça, le système fracturé. Donc, cette dysrégulation intersubjective, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une sorte de court-circuit, une déconnexion totale entre la capacité à ressentir l'émotion de quelqu'un et la capacité à comprendre d'où vient cette émotion, ce qu'elle signifie. Le ressenti et la compréhension ne sont plus alignés. Et c'est précisément là que se niche tout le paradoxe. Et ce paradoxe, il est vraiment au cœur de tout. Regardez bien. D'un côté, on a l'empathie affective, celle qui ressent. Et là, elle est hyper activée. La personne est une véritable éponge, elle absorbe les émotions des autres avec une intensité folle. Mais de l'autre côté, on a l'empathie cognitive, celle qui est censée comprendre les intentions, le contexte. Et celle-là, elle s'effondre complètement, surtout dès qu'un stress relationnel apparaît. C'est ça la fracture. Ok, deuxième point, le cerveau sous pression. Parce que cette fracture, elle n'est pas juste une idée, elle a une base bien réelle, neurobiologique. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau pour expliquer ce paradoxe? On va voir que sous l'effet du stress, la mécanique cérébrale change du tout au tout. L'imagerie cérébrale nous le montre très clairement. Certaines zones du cerveau, notamment l'insula antérieur et le cortex singulaire antérieur, qui sont nos centres de résonance émotionnelle, sont en surchauffe permanente. C'est le moteur de cette contagion affective. Le cerveau est en quelque sorte biologiquement câblé pour être hyper réactif aux émotions des autres, au point d'en être complètement submergé. Et c'est là tout le drame. Pendant que ces circuits émotionnels s'emballent, une autre partie du cerveau, le cortex préfrontal, se déconnecte. C'est lui qui gère la pensée logique, la prise de recul, la fameuse théorie de l'esprit, en gros, c'est notre tour de contrôle. Et sous le stress, cette tour de contrôle s'éteint. C'est un peu comme si le commandant de bord abandonnait le cockpit en pleine turbulence. La capacité à mentaliser, à comprendre la perspective de l'autre, disparaît. Et d'où vient cette configuration cérébrale si particulière? Eh bien, les recherches la lient très souvent à des expériences d'attachement désorganisées dans la petite enfance. Imaginez le conflit interne quand la personne qui est votre source de réconfort est en même temps votre source de peur. C'est un paradoxe intenable qui va modeler le cerveau et préparer le terrain pour ces réactions empathiques complètement contradictoires à l'âge adulte. Troisième partie, les conséquences dans le monde réel. Parce que cette discordance interne, elle ne reste pas à l'intérieur, bien sûr. Elle se manifeste extérieurement. Alors, concrètement, dans les relations de tous les jours, ça donne quoi? Ces tableaux, ils montrent très bien comment ça fonctionne. On part d'un biais interne pour arriver à un comportement externe. Prenez le biais d'abandon. La moindre distance est vécue comme un rejet total. La conséquence, c'est des relations très instables. Ou le biais d'intention négative. L'autre veut me faire du mal. Ça nourrit des croyances de persécution. Et puis il y a le plus pernicieux peut-être, l'équivalence psychique, c'est-à-dire ce que je ressens est la réalité de l'autre. C'est une conviction absolue qui engendre forcément des erreurs d'interprétation gigantesques. Et par-dessus tout ça vient se greffer un mécanisme de défense très puissant, le clivage. C'est l'incapacité à percevoir une personne dans sa complexité, comme un mélange de bon et de mauvais. Non, l'autre est soit tout bon, et on l'idéalise, soit tout mauvais, et on le dévalorise. Évidemment, une empathie stable et nuancée est quasi impossible dans ce monde en noir et blanc qui oscille sans cesse entre ces deux extrêmes. Quatrième point, et c'est le plus important, reconstruire la connexion. Face à ce tableau, on pourrait se dire « que faire ?» Heureusement, les thérapies modernes ont des réponses et elles ne se contentent pas de gérer les symptômes en surface. Non, elles sont conçues pour s'attaquer à la racine même du problème, pour réparer, pour reconstruire ce système fracturé. On a principalement 3 grandes approches thérapeutiques, chacune avec une cible spécifique.
La TCD, la thérapie comportementale dialectique, elle vise d'abord à réguler les émotions, à calmer la tempête pour créer un peu de stabilité. Ensuite, la TBM, la thérapie basée sur la mentalisation, elle se concentre spécifiquement sur la reconstruction de l'empathie cognitive quand elle s'effondre sous le stress. Et enfin, la TFP, la thérapie focalisée sur le transfert, qui travaille à intégrer le clivage, à permettre de voir l'autre comme une personne entière et complexe. Pour que ce soit plus concret, regardons comment ça se passe dans la TABM pour restaurer la mentalisation. Le processus est assez logique. D'abord, on apprend à remettre en question ses propres certitudes, à introduire l'idée qu'on ne sait peut-être pas tout. Ensuite, on explore en direct ce qui se passe, les émotions, les hypothèses. Puis, on co-construit des alternatives. Et si ça voulait dire autre chose? Et enfin, l'étape clé, c'est d'apprendre à tolérer l'ambiguïté, à accepter qu'on ne peut pas lire dans les pensées des gens. On en arrive donc, dernière partie, à une nouvelle compréhension. L'objectif, c'est de viser une empathie résiliente. On sort complètement de l'idée de manque. Le but du traitement n'est pas de supprimer le ressenti ou de le normaliser. Non. L'objectif, c'est de le rendre plus fort, plus flexible. En un mot, résilient. Et ce chemin vers une empathie résiliente, il passe par plusieurs étapes clés. Il faut apprendre à moduler cette surréactivité émotionnelle, à restaurer la capacité à prendre du recul, à intégrer les visions en noir et blanc des autres, à consolider un sentiment de soi qui soit stable, et enfin à recontextualiser cette peur panique de l'abandon. C'est tout ce travail qui permet de bâtir cette solidité. L'objectif final, c'est ça. Passer de deux systèmes en guerre l'un contre l'autre à un système unique, intégré. Un système où le ressenti et la compréhension ne s'annulent plus, mais au contraire travaillent enfin ensemble, de concert. Et cette citation, je trouve, résume tout à la perfection. L'objectif final n'est pas de moins ressentir, mais une empathie qui soit résiliente, capable de résister au stress sans se fracturer. Il ne s'agit pas d'étouffer cette sensibilité immense, mais de lui donner une structure cognitive, une charpente assez solide pour qu'elle devienne une véritable force, une compétence, plutôt qu'une source de souffrance. En somme, une empathie qui connecte au lieu de submerger.